Tous les matins à la base de Red Ridge, alors que la plupart des soldats attrapaient un café en se plaignant de la chaleur étouffante du Tennessee, une silhouette discrète était déjà à pied d'œuvre. À 6h30 précise, Alana Reed avait déjà replié le drapeau américain avec une rigueur militaire impeccable, devant les bâtiments grisâtres du quartier des troupes. Chaque geste était mesuré, empreint d'un respect silencieux. Ce rituel n'était pas une simple formalité pour elle, c'était sa manière d'honorer quelque chose de plus grand qu'elle, une fidélité à ce qui ne se dit pas mais se ressent. Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour soutenir d'autres récits qui rendent hommage à ces héros silencieux du quotidien. Autour d'elle, personne ne semblait vraiment la remarquer. Aux yeux de la plupart, elle n'était que la technicienne du matériel, celle qui nettoyait les fusils, ajustait les optiques et s'assurait que les systèmes fonctionnaient avant chaque entraînement. Le sergent-chef Ron Talbert, responsable du stand de tir, la traitait comme un meuble utile, mais sans âme. « Reed, assure-toi que les M7 sont impeccables avant la session de l'après-midi », aboyait-il sans même la regarder. « Et touche pas aux fusils de précision, c'est réservé aux opérateurs certifiés. » Alana hochait la tête en silence, attrapait ses produits d'entretien et s'installait à son poste que comme si tout cela lui glissait dessus. Elle passait le chiffon le long de chaque canon avec le soin d'un restaurateur caressant un violon Stradivarius. Chaque pièce était examinée, chaque engrenage vérifié. Ce que les autres prenaient pour de la minutie routinière n'était en réalité que la surface. Car pendant qu'elle nettoyait, Alana repérait mentalement la moindre imperfection, le moindre désalignement qui, à longue portée, pouvait dévier une balle de plusieurs centimètres. Une erreur que personne ne verrait à l'œil nu, sauf elle. Pendant les pauses déjeuner, les soldats se rassemblaient sous les abris de fortune, échangeant blagues et récits de week-end à Ashfield ou Memphis. Alana, elle, restait seule. Un manuel technique à la main ou le regard perdu vers la ligne bleutée des Appalaches au loin. Des montagnes qui lui rappelaient son enfance dans le Colorado. Là-bas, son père lui avait appris que le silence était une forme de survie et que la patience était souvent plus puissante que la vitesse. Un jour, alors qu'elle nettoyait une lunette, le soldat Jeremy Mulligan, une grande gueule de 22 ans tout droit sorti de l'académie militaire de Dallas, s'approcha avec un sourire narquois. « Et Reed, tu les as déjà tirés, ces fusils que tu bichonnes toute la journée? Ou tu fais juste semblant ?» Ses copains éclatèrent de rire. Alana leva les yeux, esquissa un sourire poli, puis retourna à son nettoyage. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Son père lui avait répété toute sa vie. Les loups n'annoncent jamais leur arrivée aux moutons. La vérité, c'est qu'Alana Reed maniait des armes depuis qu'elle avait 10 ans. Chaque week-end pendant presque 8 ans, son père l'emmenait dans les forêts des Rocheuses. Un homme taciturne, vétéran d'opérations spéciales, dont le dossier militaire était si classifié qu'elle ignorait encore aujourd'hui les 3/4 de ce qu'il avait vécu. Il lui avait appris à lire le vent dans le frisson des feuilles, à ajuster la visée selon la pente, à contrôler sa respiration jusqu'à ce que son propre cœur cesse de faire trembler son tir. Elle n'avait pas grandi dans une salle de classe, mais dans la nature avec un père pour instructeur et la survie comme curriculum. Mais l'armée ne valorisait pas les traditions familiales, elle ne reconnaissait que les diplômes, les certifications officielles, les entraînements encadrés. Alana avait les compétences, mais pas les papiers. Alors elle avait accepté le rôle qu'on lui donnait. Technicienne, silencieuse, transparente. Elle entretenait les armes des vrais soldats, tout en observant en silence les munitions gaspillées, les tirs ratés, les techniques de compensation de vent bâclés. Des erreurs qui la faisaient grincer des dents. Le sergent-chef Talbert semblait prendre un plaisir particulier à lui rappeler sa place. « T'es pas qualifié sur ces systèmes, Reed, t'es là pour faire briller le matos, pas pour jouer à la tireuse d'élite. » Ce que Talbert ignorait, ce que personne ne savait, c'est que le calme d'Alana n'était pas dû à l'incompétence, mais à une maîtrise qu'elle n'avait jamais eu besoin d'étaler. Son père lui avait toujours dit qu'un véritable tireur ne parle pas, il agit. Et seulement quand le moment est venu. Ce moment, elle sentait qu'il approchait. 3 semaines plus tard, une rumeur se mit à circuler dans les couloirs de Red Ridge. Alana aurait lamentablement échoué à son test de tir réglementaire. Le soldat Mulligan, toujours en quête de commérage, jubilait. Cibles immobiles à 20 mètres, et elle les a toutes ratées, clamait-il dans le réfectoire, assez fort pour que toute la salle entende. Le sergent Talbert a dû arrêter le test avant la fin tellement elle se ridiculisait. À mesure que l'histoire se propageait, elle s'enflait.
Certains disaient qu'elle n'avait pas touché une seule cible, d'autres qu'elle avait fondu en larmes. Tous riaient, l'échec d'une technicienne qui se prenait pour une tireuse. Thalbert n'arrêta pas la rumeur, au contraire, il la nourrissait. Reed est dédoué pour une seule chose, faire briller les fusils. Tirer avec, c'est une autre paire de manches. Mais pendant les entraînements, ceux qui l'observaient attentivement auraient vu ses mâchoires se crisper à chaque erreur évidente. Un tir mal ajusté, un calcul de portée raté, une mauvaise lecture du vent. Elle ne disait rien, mais c'était comme voir un chirurgien assister à une opération bâclée. Une seule personne, cependant, semblait percevoir ce que les autres ignoraient. La spécialiste technico-radio Yvonne Ramirez, originaire de l'Oregon, une passionnée de chasse élevée par son grand-père. « Tu t'y connais en tir, pas vrai ?» lança-t-elle un après-midi, en trouvant Alana en train de démonter un fusil. Ce n'était pas une question. Alana releva brièvement les yeux, puis retourna à son chiffon. « Je sais les nettoyer. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Ramirez tira une chaise. Hier, quand Stone galérait à 300 mètres, tu as secoué la tête avant même qu'il tire. Tu savais qu'il allait rater haut et à gauche. Alana s'immobilisa, une seconde à peine, mais suffisante pour trahir quelque chose, un savoir, une expérience, peut-être même une douleur. Ton grand-père devait être un homme avisé, dit-elle finalement. Ce soir-là, Ramirez poussa sa curiosité plus loin. Grâce à son accès aux dossiers internes, elle fouilla la fiche militaire d'Alana. Formation technique, affectation de base, rien d'extraordinaire, jusqu'à une ligne cryptée, code restreint Knox Hollow, formation validée sous l'autorité du général U. Whittaker, niveau de sécurité, 3 pouces. Ramirez sentit un frisson glacé lui remonter la colonne. Le général Whittaker, le nom résonnait comme une légende. Stratège d'une opération de sauvetage devenue mythique, avec moins de 5% de taux de survie. Que faisait une simple technicienne avec un tel niveau d'accréditation ? Avant qu'elle puisse aller plus loin, l'accès fut bloqué. Mais le doute était là, et Ramirez savait désormais que la vérité allait éclater. Bientôt. Le lendemain, une annonce changea la routine de Red Ridge. Une démonstration de tir à longue distance allait avoir lieu devant un invité de marque. Une compétition à 1000 mètres qui faisait trembler d'excitation les tireurs d'élite de la base. Personne ne se doutait que la technicienne qui nettoyait leurs fusils allait bientôt bouleverser leur univers. L'annonce fut faite au rassemblement matinal par le colonel Marius Donovan lui-même, une figure austère, rarement vue en dehors de son bureau. Soldats de Red Ridge, nous aurons demain l'honneur d'accueillir le général Emory Whittaker pour une démonstration de tir de précision. C'est l'occasion de mettre en valeur le talent exceptionnel de nos tireurs d'élite. Préparez-vous. Un frisson d'excitation parcourut les rangs. Le général Whittaker, le stratège de Hollow Point, le sauveur de Garmesh Valley, celui dont la seule présence sur une base suffisait à faire trembler des gradés décorés. Pour beaucoup, c'était l'occasion d'une vie. Pour le sergent-chef Thalbert, c'était le moment de briller. Il passa la journée à inspecter le matériel, sélectionner les meilleurs tireurs, régler chaque détail au millimètre. « Reed !» aboya-t-il en la voyant polir une lunette. « Je veux que tous les fusils soient impeccables demain. Et surtout, reste à l'écart pendant la démo. C'est pour les personnels qualifiés, compris ? » « Bien reçu, sergent-chef, » répondit-elle sans lever les yeux. Mais Thalbert n'en avait pas fini. Plus la journée avançait, plus ses remarques devenaient mesquines, voire venimeuses. Peut-être était-ce le stress. Ou peut-être voyait-il en Alana une gêne qu'il ne pouvait plus ignorer. « Tu sais quoi, Reed ?» lança-t-il assez fort pour que tout le local l'entende. « T'aurais peut-être intérêt à rester chez toi demain ? Pas envie que le général voie une incapable traîner autour des fusils. On risquerait d'avoir l'air d'un cirque. » Un silence pesant s'abattit. Ce n'était plus une pique, c'était une humiliation publique. Personne n'osa répondre. Les regards glissèrent au sol, fuyant la scène. Mais Alana ne broncha pas. Elle posa calmement le chiffon, leva les yeux vers Thalbert pour la première fois depuis des semaines, et dit, d'une voix calme, sans tremblement, « Je serai là demain, comme prévu. Mon devoir, c'est d'assurer la maintenance, et je le prends très au sérieux. » Thalbert ricana, « Ton devoir, c'est de faire ce que je te dis. Et demain, ton rôle, ce sera d'être invisible. » Ce soir-là, dans la solitude de sa chambre, Alana fixait un vieux cadre posé sur sa table de chevet. Une photo d'elle et de son père, quelque part dans les Rocheuses, en hiver. Il lui avait appris que certains combats venaient à vous, que vous les vouliez ou non, et que dans ces moments-là, on ne reculait pas. On se préparait, avec rigueur, avec honneur. Elle ouvrit son coffre personnel et en sortit un étui qu'elle n'avait pas touché depuis des mois. À l'intérieur, un Remington 700 modifié, hérité de son père, une arme ancienne, patiemment personnalisée,
réglée avec une précision chirurgicale. Elle passa une main lente sur la crosse. Demain, le général Whittaker serait là. Et qu'on l'autorise ou non à tirer, elle se tiendrait prête. Non pour prouver quoi que ce soit à Thalbert, mais parce que son pays pourrait à nouveau avoir besoin d'elle. Le lendemain, le soleil se leva sur une journée claire et froide. Des conditions idéales pour le tir de précision. À 7 heures, Alana était déjà sur le pas de tir, installée à son poste de nettoyage, comme on le lui avait ordonné. Mais aujourd'hui, un second étui reposait à ses pieds, discret, fermé. À 9 heures, les meilleurs tireurs de Red Ridge étaient rassemblés. Sergent-major O'Malley, triple champion interrégional, sergent principal Nguyen, de retour d'un stage sniper en Arizona, adjudant Carter, vétéran de 2 missions spéciales à l'étranger. Des tireurs expérimentés, préparés, entraînés, des soldats dont la réputation tenait à leur capacité à toucher une pièce de monnaie à 800 mètres. Thalbert, lui, arpentait la ligne de tir tel un coq de basse-cour. Il aboyait des ordres, inspectait chaque bipied, chaque gilet. On représente toute la base aujourd'hui, alors je veux rien de moins que l'excellence. À 9h57, une voiture blindée noire s'arrêta au bord du pas de tir. Le général Emory Whittaker en descendit, petit, le visage buriné, les cheveux d'argent et le regard d'acier. Sur sa poitrine, des décorations racontant 30 années d'histoire militaire. Il observa les tireurs alignés, puis son regard se posa sur Alana. Un bref instant, si bref que seul un œil attentif aurait perçu le léger plissement de ses paupières. Une reconnaissance, une surprise, peut-être. « Repos », dit-il d'une voix calme et grave. « Je suis ici pour observer, pas pour interférer. » Poursuivez. La démonstration débuta. Un à un, les tireurs s'installèrent et tentèrent d'atteindre la cible à 1000 mètres. Le vent soufflait fort, par rafale, sud-ouest, irrégulier, suffisamment capricieux pour troubler même les tireurs expérimentés. O'Malley tira le premier. Sa balle atterrit 15 cm en bas à droite. Impressionnant mais loin du centre. Nguyen s'approcha davantage mais manqua encore de peu. Carter visa trop vite, trop haut. Les tirs se succédaient, les cibles tremblaient. Aucun tir parfait, aucun silence de satisfaction. Thalbert commençait à pâlir. C'était censé être une démonstration de maîtrise, pas un enchaînement de tirs approximatifs. Le général Whittaker observait sans mot dire. Mais Alana, elle remarqua que son regard revenait vers elle encore et encore, subrepticement. Comme s'il attendait quelque chose, après le 8e échec, Thalbert suait à grosses gouttes malgré la fraîcheur matinale. « Général, les conditions sont particulièrement instables ce matin. Le vent. Sergent-chef, coupa doucement Whittaker, j'ai déjà vu pire, beaucoup pire. Ce n'est pas le vent, le problème. » Thalbert resta muet, et c'est alors que le général se tourna pleinement vers Alana. « Soldate, vous observez attentivement depuis le début. Quel était votre avis sur les conditions ?» Un silence s'abattit sur le pas de tir. Tous les regards se tournèrent vers elle. Thalbert se redressa, indigné. « Mon général, ce n'est que la technicienne. Elle n'a pas... » « J'ai posé une question, sergent-chef. » Alana se leva lentement, le cœur battant, mais la voix stable. « Rafale sud-ouest à 10 nœuds, monsieur. Mais un courant thermique régulier s'élève de la colline toutes les 90 secondes, poussant les rafales à 12. La température monte, donc les projectiles vont voler plus haut que prévu, environ 2 cm au-dessus du point de zéro. De plus, les mirages optiques créent un décalage gauche-droite que la plupart des tireurs n'ont pas compensé. » Un murmure parcourut les rangs. Des termes techniques, une lecture parfaite, et venant de quelqu'un que tout le monde croyait incompétente. Whittaker l'observa un instant, puis demanda « Et si vous en faisiez la démonstration ?» L'effet fut instantané. Une onde de choc invisible. Thalbert ouvrit la bouche pour protester. « Mon général, je dois formellement m'y opposer. Elle n'est pas certifiée sur « J'ai pris ma décision. Laissez-la faire. » Alana s'avança vers sa mallette avec une sérénité glaçante. Chaque pas semblait résonner dans le silence suspendu de la base. Elle l'ouvrit avec douceur, révélant un Remington 700 ancien, mais redoutablement bien entretenu. Un fusil hors norme, orné de pièces personnalisées, une lunette 0E au micron près, un bijou de précision que peu avaient déjà vu ici. « Par tous les saints », murmura l'adjudant Carter abasourdi, « c'est une configuration sur mesure. » Thalbert tenta une dernière objection désespérée. « Ce fusil n'est même pas militaire, général. Il n'est pas réglementaire. » Mais Whittaker, imperturbable, le coupa. « Ce que je veux voir aujourd'hui, c'est la capacité d'un tireur à s'adapter à ses outils. Pas un exercice de conformité. » Alana se mit en position avec une fluidité naturelle.
Sa posture n'était pas simplement correcte, elle était instinctive, le fruit d'années d'entraînement, de discipline, de survie. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément, le vent soufflait, le sol vibrait, et soudain tout se figea. Elle était seule avec sa respiration, son cœur ralenti, l'instant parfait approchait. À travers sa lunette, la cible à 1000 mètres n'était pas qu'un point. C'était un calcul mental vivant, un schéma de dérive, une équation de mouvement, de pression, de température. Et au centre de ce chaos, la solution. Le doigt d'Alana trouva la détente, une dernière expiration, pause naturelle, feu. Le coup partit, net, propre, sans bavure. Un bruit sec qui sembla déchirer l'air. Un instant, tout resta silencieux. Puis, au loin, une voix cria depuis le poste d'observation, impact plein centre, cœur de cible. Un frisson parcourut la base, personne ne parlait. Les regards fusaient de la cible à Alana, comme si chacun essayait de comprendre ce qu'il venait de voir. Puis les exclamations fusèrent. C'était pas un coup de chance. Elle a lu le vent comme si c'était un livre ouvert. Qui est cette fille? Mais Alana ne disait rien. Elle restait immobile, respirant doucement, comme si ce tir n'avait été qu'un souffle parmi d'autres. Le général Whittaker s'était levé. Il s'approcha de quelques pas, les yeux fixés sur elle avec une intensité nouvelle. Et sa voix résonna sur le pas de tir. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter la spécialiste Alana Reed, ancienne lieutenant du 112e régiment de reconnaissance, tireuse principale responsable de la couverture qui a sauvé 43 vies américaines durant l'opération Crimson Crest. Le choc fut immédiat. Crimson Crest. L'opération impossible. Celle dont le taux de survie était inférieur à 5%. Celle que tous les soldats connaissaient, mais dont très peu savaient qui y avait vraiment survécu. On l'appelait parfois l'opération fantôme. Et voilà que la tireuse fantôme était là, parmi eux, en uniforme de maintenance, ignorée, humiliée. C'est elle qui a tiré à 800 mètres en terrain hostile, 17 cibles confirmées. En moins de 2 heures, elle nous servait le café au stand de tir. Alana ne bougea pas, mais ses mains légèrement tremblaient. Non pas de peur, mais parce que la partie d'elle qu'elle avait tenté d'enterrer venait de refaire surface. Brutalement, inévitablement. Whittaker poursuivit. Durant Crimson Crest, alors que nous étions encerclés, Lieutenant Reed a fourni une couverture constante malgré des tirs croisés, des conditions météorologiques désastreuses et une fatigue extrême. Elle a sauvé l'équipe entière au prix d'un coup psychologique dont seule elle connaît la portée. Talbert était devenu livide. Tous les soldats autour semblaient réaliser d'un coup la gravité de leurs erreurs passées. Les blagues, les humiliations, les ordres aboyés sans égard. Ils avaient méprisé une héroïne sans le savoir. Après l'opération, continua le général, elle a demandé une affectation hors combat, elle voulait continuer à servir, mais autrement, dans le silence, dans la reconstruction. Alana se redressa, le Remington toujours à la main. Sa voix, douce mais ferme, coupa le souffle à l'assistance. Je ne voulais plus voir mourir à travers ma lunette, j'avais eu ma part. Une voix s'éleva timidement. Mulligan. Pour la première fois, sans moquerie, sans sarcasme. Pourquoi vous ne nous l'avez jamais dit? Alana croisa son regard et répondit simplement « Parce que nos actes passés ne doivent pas déterminer notre valeur présente. Je voulais être reconnu pour ce que je suis aujourd'hui, pas pour ce que j'ai été. » Le silence se fit à nouveau, un silence profond, respectueux, lourd de sens. Les soldats ne voyaient plus une technicienne, ils voyaient une guerrière, une survivante, un pilier silencieux qu'ils avaient méprisé par ignorance. Le général acquiesça, visiblement ému. C'est cette humilité qui a toujours fait sa force. Elle ne tire pas pour briller, elle tire pour protéger. Dans l'après-midi, la nouvelle avait fait le tour de la base, au réfectoire, dans les dortoirs, au stand de tir. Reed n'était plus un nom associé à des chiffons ou à des viseurs défectueux. C'était un nom qu'on murmurait avec respect, presque avec crainte. Le colonel Donovan convoqua rapidement une réunion avec tous les protagonistes de la journée. Talbert, Alana, le général, ainsi que les témoins du pas de tir. Le bureau était tendu. Donovan entra, visiblement furieux, mais gardant une froideur maîtrisée. Il planta son regard sur Talbert. « Sergent-chef, j'ai reçu plusieurs rapports concernant votre comportement envers la spécialiste Reed. Vous souhaitez expliquer pourquoi vous avez jugé bon d'humilier une vétérane décorée devant l'ensemble de la compagnie ?» Talbert déglutit. « Monsieur, je ne savais rien de son passé. Son dossier était classifié pour des raisons de sécurité nationale. » Coupa Whittaker. « Mais cela ne justifie en rien vos propos ou votre attitude. » Donovan poursuivit sans lever la voix. « Vous avez également menacé sa position.
Déclarer qu'elle n'était pas digne de son poste. Confirmer. Un silence, puis « Oui, monsieur, je l'ai dit ». À ce moment, Mulligan se leva. D'une voix plus assurée qu'à son habitude, il déclara « Monsieur, si je peux me permettre, aucun de nous ne lui a donné sa chance. On a tous jugé sans savoir. Et j'ai honte de moi. » Donovan hocha lentement la tête, puis se tourna vers Alana. « Spécialiste Reed, pourquoi ne pas avoir signalé ce comportement ?» Elle inspira, droite. « Monsieur, je voulais servir calmement. Je pensais qu'en faisant bien mon travail, les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. » Le colonel fronça les sourcils. « Ce n'est pas ainsi que fonctionne notre armée. Si vous êtes maltraité, vous devez parler, pour vous, et pour ceux qui viendront après. » Whittaker intervint alors. Alana a toujours eu une manière bien à elle de faire face à l'adversité. Sur Crimson Crest, elle a refusé une médaille de bravoure. Elle disait juste qu'elle faisait son devoir. Donovan conclut, sévère mais juste, « Sergent-chef Talbert, vous êtes relevé de vos fonctions. Vous serez réaffecté et ferez l'objet d'un suivi comportemental. Vos évaluations refléteront cette journée. » Talbert acquiesça, abattu. « Spécialiste Reed, reprit le colonel, je recommande votre promotion immédiate et votre réaffectation dans un poste plus adapté à votre expérience réelle. » Alana leva les yeux. « Monsieur, c'est moi qui ai demandé cette affectation, j'y trouve une forme de paix. » Whittaker intervint à nouveau, cette fois avec un sourire discret. « Cela tombe bien, nous avons un poste à vous proposer. L'unité de tir d'élite développe un programme appelé « Esprit de précision ». Ils ont besoin de quelqu'un avec votre vécu pour former les futurs tireurs. Pas seulement au tir, mais à la sagesse du tir. Alana resta silencieuse un moment. L'idée de quitter Red Ridge, de quitter la paix relative qu'elle avait construite dans l'anonymat, n'était pas simple. Mais former les autres, transmettre plutôt que tirer, elle entendait la voix de son père dans sa tête. Le vrai tir, ce n'est pas percer une cible, c'est savoir quand il ne faut pas tirer. Alors elle leva les yeux vers le général Whittaker et répondit simplement « Je serai honoré de considérer cette mission ». 3 semaines plus tard, elle débarqua à la base de Hillsend, dans l'État de Géorgie. Là se trouvait le quartier général du programme de tir d'élite, un centre à la pointe de la technologie militaire, où les tireurs les plus prometteurs du pays venaient repousser les limites du possible. À son arrivée, elle fut accueillie personnellement par le colonel Marcus Thorne, un homme compact, direct, les mains dures et le regard aiguisé par 30 ans passés derrière une lunette de tir. Il avait lu son dossier, y compris les pages confidentielles verrouillées à Red Ridge. « Spécialiste Reed, dit-il sans détour, je vais être franc. Quand le général Whittaker vous a recommandé, j'étais sceptique. Former de bons tireurs ne suffit pas. Il faut les amener à comprendre des choses qu'ils ne verront jamais dans une lunette, à penser avant d'agir, à savoir quand ne pas presser la détente. » Ils marchèrent à travers les couloirs vitrés du complexe. À travers les baies, Alana observait des soldats s'entraîner au tir dynamique, au repérage de cibles en mouvement, à la lecture environnementale. Des exercices qui ressemblaient parfois à ceux que son père lui avait fait vivre. Sauf que là, les armes étaient numériques, les capteurs intégrés, les écrans tactiques omniprésents. Votre mission, poursuivit Thorne, sera de créer le programme Esprit de précision. Une approche qui dépasse la technique. On a des tireurs qui savent ne viser, mais très peu qui savent quand viser. Et pourquoi ? Alana s'arrêta devant une salle d'observation. De jeunes soldats s'entraînaient à 800 mètres. Et déjà, elle identifiait leurs erreurs. Respiration précipitée, mauvaise gestion de l'équipement, concentration uniquement sur la cible au lieu de l'environnement. « Puis-je poser une question, monsieur ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. Est-ce qu'on forme ici de meilleurs tireurs ou de meilleurs soldats ?» Thorne s'immobilisa. La question le frappa comme une balle bien placée. Quelle est la différence ? Un tireur élimine une menace. Un soldat exécute une mission. Et parfois, ça veut dire ne pas tirer du tout. Pour la première fois, Thorne esquissa un sourire. Voilà pourquoi vous êtes ici. Au fil des semaines, Alana s'investit pleinement dans sa mission. Elle ne nettoyait plus de fusils. Elle nettoyait des esprits embrouillés. Elle guidait, conseillait, recadrait. Son premier groupe comprenait 12 soldats, tous expérimentés, tous bons tireurs, mais aucun préparé à la pression mentale d'un tir de vie ou de mort. Elle commença par déstabiliser. « Je ne suis pas là pour vous apprendre à tirer », leur dit-elle le premier jour. « Je suis là pour vous apprendre à réfléchir pendant que vous tirez. » Elle les confronta à des exercices inédits. Lire les conditions climatiques sans équipement, évaluer les conséquences psychologiques d'un tir raté, choisir entre plusieurs cibles en fonction de l'éthique d'engagement. À chaque session, elle revenait sur une idée centrale. Chaque tir a un prix, même lorsqu'il touche sa cible.
Après le 3e jour, la sergente Madison Kim, récemment revenue d'Afghanistan, l'aborda. « Madame, ce programme n'a rien à voir avec tout ce que j'ai connu. Bonne chose? Déroutante. Vous nous poussez à remettre en question tout ce qu'on nous a appris. Parfait. Vous êtes enfin en train d'apprendre. » Rapidement, les rumeurs de son enseignement non conventionnel se propagèrent. Des instructeurs d'autres unités vinrent assister aux sessions. Des officiers supérieurs demandèrent à consulter son programme. Et surtout, ses élèves changèrent. Leur précision n'augmentait pas seulement. Leur posture, leur jugement, leur capacité à rester calme dans le chaos, tout évoluait. Un soir, après avoir corrigé des rapports de formation, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte, une lettre manuscrite. « Madame, mon grand-père disait toujours que les meilleurs enseignants ne changent pas ce qu'on sait, mais ce qu'on comprend. Vous m'avez fait comprendre qu'être soldat, c'est plus qu'appuyer sur une gâchette. Merci, spécialiste Yvonne Ramirez. » Alana sourit. Yvonne avait demandé à être transférée à Hilsen pour suivre son programme. L'une des rares à avoir vu, dès le début, qu'elle n'était pas ce qu'elle paraissait. Un matin d'hiver, alors qu'elle corrigeait les emplois du temps, on frappa à la porte. C'était le général Whittaker. Il portait toujours ce calme imposant, mais cette fois, avec une nuance de fierté dans le regard. « J'étais de passage et je voulais voir comment vous vous en sortez. » Ils firent le tour des installations. Dans une salle, un de ses anciens élèves faisait une démonstration d'évaluation tactique. Comment décider de ne pas tirer dans une embuscade civile? Un autre étudiait l'effet des conditions psychologiques sur la mémoire balistique. « Votre programme, dit Whittaker, est en train de faire parler de lui jusque dans les couloirs du Pentagone. On observe une augmentation de 40% des capacités de prise de décision sous stress. » Il s'arrêta, observant un jeune soldat repositionner son tir plutôt que de tirer dans l'angle incertain. « Vous avez changé leur manière de penser. J'y pense souvent, général, dit Alana, à ce que vous m'avez dit à Red Ridge, sur la différence entre tuer et servir. Et qu'en concluez-vous? Je croyais que ma valeur était liée à mes tirs, à mes réussites, mais aujourd'hui, je pense que mon plus grand impact est peut-être de former ceux qui ne tireront pas inutilement, de leur apprendre que leur plus grande force, c'est parfois le choix de ne pas presser la détente. » Il hocha la tête lentement. « Ce que vous avez fait à Crimson Crest a sauvé 43 vies. Mais ce que vous faites ici pourrait en sauver des centaines. » Quelques semaines plus tard, Alana reçut une proposition officielle, une promotion au grade de sergent-chef et la direction d'un nouveau département à l'échelle nationale. Éthique militaire et tir de précision. Elle passa la nuit à réfléchir. Seule dans son appartement, elle regardait la photo de son père, toujours là, sur son bureau. Il était mort 2 ans après Crimson Crest, fier de sa fille, mais inquiet du fardeau qu'elle portait. Aujourd'hui, elle savait que ce fardeau pouvait devenir un flambeau. Son téléphone vibra. Un message de Mulligan. « Madame, j'ai terminé le stage des Rangers, major de promotion. Grâce à vous. Merci de m'avoir montré que le silence peut être plus fort que le vacarme. » Puis, un autre message. Et un autre. Des anciens élèves, des officiers, des partenaires internationaux, tous disaient la même chose. « Vous changez notre manière d'être soldat. » Le lendemain, elle retourna au pas de tir. Mais cette fois, elle ne portait pas son Remington. Elle portait un carnet, une paire de jumelles et un objectif bien plus grand. Elle guida un jeune groupe à travers les bases, lire le vent, écouter la forêt, comprendre les implications morales de chaque décision. « Souvenez-vous, leur dit-elle, la précision, ce n'est pas seulement toucher ce qu'on vise. C'est choisir quoi viser, quand et pourquoi. Un tir parfait dans une mauvaise direction est toujours une erreur. » Une main se leva. « Madame, comment savoir qu'on prend la bonne décision sous pression ?» Elle sourit, entendant son père à travers les mots. « On ne s'élève pas au niveau du stress. On retombe au niveau de notre préparation. Et si vous avez préparé votre esprit autant que votre tir, vous saurez quoi faire. » Plus tard dans la journée, une silhouette familière apparut à l'arrière du champ de tir. C'était Albert, vieilli, changé. Il avait fait le déplacement depuis Red Ridge. Lorsqu'elle termina la session, il s'approcha, visiblement mal à l'aise. « Madame, je n'ai aucune excuse, je suis venu m'excuser. Pas seulement pour ce que je vous ai fait, mais pour tout ce que je n'ai pas compris. Je vous ai sous-estimé. J'ai gâché l'occasion de devenir meilleur grâce à vous. » Elle le regarda, vit la sincérité. « On fait tous des erreurs, sergent-chef. La question, c'est ce qu'on en fait ensuite. J'ai demandé une réaffectation. Dans l'instruction, je veux apprendre à enseigner comme vous, avec respect, avec humanité. » Un long silence. Puis elle répondit doucement. « Alors vous êtes sur la bonne voie. » Alors que le soleil se couchait sur Hillsend,
Alana rédigea une lettre, une qu'elle écrivait chaque année à la même date depuis la mort de son père. « Papa, tu disais toujours que le tir le plus important était celui qu'on choisissait de ne pas faire. Je crois que je comprends enfin. Aujourd'hui j'enseigne, pas seulement à viser, mais à réfléchir. Les leçons que tu m'as données ne vivent plus seulement en moi, elles vivent en chaque soldat que je forme et en chaque vie qu'ils choisiront d'épargner. Je pense que tu serais fier. » 6 mois plus tard, l'armée des États-Unis annonça officiellement la création du département de l'éthique militaire et du tir de précision. Et dans le communiqué de presse, une citation clôturait l'annonce « Notre objectif n'est pas de créer de meilleurs tireurs, c'est de former de meilleurs soldats, des soldats capables de viser avec leur cœur autant qu'avec leurs armes. » Sergent-chef Alana Reid. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Vous faites désormais partie de notre communauté d'histoires vraies du quotidien. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. On adore lire vos messages venus des 4 coins du monde.